Bienvenue à Planète Terre. À l'émission cette semaine, on parle d'abord de la grippe mexicaine, mais pas seulement de la grippe dans le sens sanitaire, mais dans le sens économique et social. Donc le Mexique, après la grippe, comment les Mexicains ont-ils vécu cet épisode? Comment est-ce que le pouvoir s'est comporté? Et quelles leçons préliminaires peut-on en tirer? On en discute avec Elena Lazos, qui est titulaire de la chaire d'études du Mexique contemporain au Cerium. Ensuite, on passe à l'Inde. Les Indiens ont participé à une élection qui, comme d'habitude dans leur cas, est la plus grande élection, la plus importante en nombre sur la planète. C'est la plus grande démocratie au monde. Et les Indiens ont décidé d'aller de l'avant, de reconfirmer avec une majorité plus étendue le pouvoir de leur équipe de gouvernement actuelle, y compris une partie de la dynastie des Gandhi. Nous allons en discuter avec deux invités, Karine Bates, qui dirige le pôle de recherche sur l'Inde et l'Asie du Sud, et John Levitt, qui est professeur en anthropologie et spécialiste de la culture du nord de l'Inde. Et finalement, on va parler des anges et des démons, ceux qui sont à l'écran en ce moment dans un film qui est très populaire, du même auteur qui avait réalisé et écrit le Da Vinci Code, de mémoire encore assez fraîche. Mais nous allons en discuter du point de vue de la science religieuse avec Solange Lefebvre, qui est titulaire de la chaire Religion, Culture et Société. Pourquoi l'engouement constant des spectateurs, des lecteurs que nous sommes pour ces histoires religieuses de secrets cachés dans le sacré? Alors, une émission que j'espère très intéressante, qu'on vous présente après la pause, en commençant avec Derrière le bruit de la grippe mexicaine. Il y a eu la grippe, bien sûr. Alors, tout le monde le sait. On continue à compter le nombre de cas dans le monde, au Canada, au Québec, et bien sûr, le nombre de cas au Mexique, qui, avec les États-Unis, sont le lieu le plus touché. Mais le Mexique en particulier, puisque, comme vous le savez, les vols ont été interrompus pour les touristes et pour les gens d'affaires. Il y a même été question, brièvement, et ça n'a pas été fait, de fermer la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ce qui aurait été une véritable catastrophe pour les deux pays, d'ailleurs. Alors, nous n'allons pas parler aujourd'hui de la grippe elle-même, ou un tout petit peu, mais de la maladie, des autres symptômes, ou des autres causes, ou des autres effets de cette catastrophe sanitaire sur l'ensemble du Mexique, de son organisation politique, de la transmission de l'information et de son économie. Et nous allons le faire avec notre invitée, Elena Lazos. Merci d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Elena, vous êtes directrice titulaire donc, de la chaire d'études du Mexique contemporain au Cerium. Vous êtes professeur à l'UNAM, l'Université autonome de Mexico. Votre dernier article publié, votre dernier ouvrage à paraître, en fait, le prochain, Los transgénicos en la seguridad alimentaria, alors les transgéniques dans la sécurité alimentaire, c'est à la presse, aux presses de l'UNAM, de Claxo. C'est la coordination latino-américaine en sciences sociales. En sciences sociales, donc oui. qui couvre toute l'Amérique latine. Alors, vous vous intéressez beaucoup aux questions agricoles, aux questions transgéniques, aux questions sanitaires et au Mexique en général. Et vous avez écrit récemment dans la presse un court texte qui s'intitule « Un virus pire que la grippe ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est surtout le virus de la manipulation de l'information, ou de la mauvaise transmission de l'information au Mexique, mais aussi dans tout le monde, dans le sens qu'on parlait beaucoup plus du nombre de personnes qui étaient infestées par la maladie et de ne pas analyser les causes qui a été l'origine de ces maladies. Et on a laissé tout à côté ça. Et je ne pense pas que c'est seulement maintenant c'est le cas du Mexique, parce qu'il y a plein de production de porc là-bas. Alors c'est une hypothèse qu'on se demande, c'est vraiment que la manière maintenant de produire le porc d'une manière industrielle et confinée, c'est l'endroit qui favorise les bouillons pour la croissance des virus. Genre de bouillon de culture. Là, vous dites que près de la communauté où il y a eu le premier signalement de la grippe, il y a une filiale transnationale, Carola, qui élève annuellement près d'1 million de porcs. Et cette usine, dites-vous, a quitté les États-Unis pour s'établir là. Pourquoi? Oui, ça appartient à la Smithfield Foods, qui est la plus grande productrice de porc aux États-Unis.
Et Carola s'est installée à Veracruz. Et depuis janvier de cette année, il y a eu des cas de maladies respiratoires et qui n'importent pas parce qu'ils sont de gens pauvres qui habitent là-bas, juste à côté de Carola. Alors, même pas, ils n'ont pas fait des analyses. Magna, non? Même s'il y a une exigence de dire c'est quel type de virus qu'ils ont eu, il n'y a pas vraiment de cas, seulement c'était reporté comme des cas de maladies respiratoires. Non? Bon, c'est-à-dire que ces cas de maladies respiratoires préexistaient à l'éruption de la grippe dans la même région, près de cette usine qui ne respecte pas les normes environnementales qui auraient été appliquées si elle était restée aux États-Unis. Oui, c'est ça. Bon. Alors non, on n'a pas la certitude que c'est la cause, mais en tout cas, ce serait une bonne piste si on voulait faire enquête. Oui, c'est ça. C'est comme une hypothèse de travail qu'on parlait déjà, qu'on devait tirer les leçons de la grippe aviaire il y a 3-4 ans, et même qu'il y a eu déjà des informations très bien fondées sur les propres virus porcines. C'est pas qu'il est apparu maintenant, c'est la première fois, c'était déjà rapporté dans plusieurs cas depuis les années 90, à la fin de 90, même à la fin de 2008 aux États-Unis, il y a eu des cas de ces mêmes virus, non? Alors, c'est pour ça qu'il était déjà là-bas et que personne n'a vraiment poursuivi une sérieuse piste de qu'est-ce qu'il fallait faire et pour prévenir une épidémie. Bon, alors donc ça, c'est pour une cause. Donc, il y a un genre d'impasse qui est faite sur les causes de la grippe. Maintenant, il y a un impact. Alors, d'abord, donnez-moi votre évaluation de comment l'État mexicain a géré la crise. La crise sanitaire. La crise sanitaire. Oui, d'une part, il y a eu aussi un prosélytisme entre les gouvernements de la ville de Mexico, qui c'est de l'opposition, c'est le parti du PRD, et les gouvernements fédéraux, non, qui est du PAN, Partido de Acción Nacional. C'est ça, un parti plus de droite, alors que la ville de Mexico, c'est le parti d'opposition de gauche. Oui, c'est ça. Voilà. Alors aussi, il y a tout un mélange entre comment est-ce que ça se gérait l'information, les moments de nous donner l'information. Il a entendu la visite du président Obama et après de sa visite, c'était quand il y a eu l'apparition qu'il donnait comme la première fois de ces virus, quand il y avait des informations avant. Mais alors, vous pensez qu'il y a eu de la rétention d'informations pour laisser passer la visite Obama? Bon, ça c'est aussi une hypothèse, non? Et c'était le gouverneur de la ville de Mexico qui a dit ça. Non, il accusait le gouvernement, le président Felipe Calderón, de réagir trop tard, non? D'une manière tardive. Et après, il a accusé aussi pour vraiment les donner des dimensions très, très grandes. Non? Alors, il y a eu toujours une tension entre les deux parties et la manière de gérer l'information. Donc, ils trouvaient que c'était trop tard, d'une part, et d'autre part, exagéré lorsqu'ils ont commencé à en parler. Oui, c'est ça. Et d'après vous, est-ce que c'était exagéré? C'est un peu bizarre parce que le gouvernement fédéral toujours voulait cacher l'information. Ça, on a déjà plusieurs cas, pas seulement des maladies, mais quand il y a un problème sérieux au Mexique, il y a toujours la manière de cacher que ce n'est pas vraiment si important. Alors pour moi, étant d'ici, j'ai trouvé, c'est la première fois vraiment qu'il donne l'information. Mais après, quand on voit quel type d'information, comment est-ce qu'ils ont donné cette information, on pensait qu'il y avait quelque chose derrière de toute cette information. Quoi donc? Oui, aussi, il y avait, dans ce moment, il y avait des lois qui sont passées au Congrès on dit que le gouvernement ne voulait pas que la population soit vraiment informée et qu'il pourrait réagir contre ces lois. La première, c'était une loi qui peut, au niveau de la police, dans le sens qu'elle peut avoir une intervention des autorités civiles
Et ils sont déjà autorisés de contrôler les téléphones, de contrôler même l'Internet, les courriels. Le courriel, donc oui. la capacité d'interception. Oui. Et de l'autre côté, bon, il y avait des autres lois que je ne vais pas m'arrêter ici, mais l'autre fait important, c'était les prêts de 47 milliards de dollars, oui, du FMI. De l'FMI. Et qu'on ne savait pas pourquoi, comment, à partir de quoi. Et on a vu que c'était... oui, après ils ont donné l'information que c'était il y a 1 mois, 2 mois qu'ils ont fait les démarches pour demander ces crédits. Alors, c'était des crédits donc du FMI pour aider le gouvernement mexicain à remplir ses obligations budgétaires ou de remboursement de dettes avant qu'il y ait la crise de la grippe porcine, oui. mais dont l'annonce a été faite pendant la crise. Oui, alors, est-ce que ça a été présenté comme l'aide du FMI pour l'impact économique de la crise porcine ou pour la crise économique qui prévalait avant? Pour la crise économique en général. D'accord. Mais qu'on discute entre les collègues, entre les académiques, on discute dans le sens qu'il fallait avoir une excuse non, de ces genres d'importance pour vraiment dire on a besoin de ces crédits parce que c'est incroyable les montants et on ne sait pas bien comment est-ce qu'ils vont distribuer ces crédits. Les conditions, parce que la FMI pose toujours des conditions pour faire des prêts. Est-ce qu'on connaît la nature des conditions posées? Non, pas vraiment. Bon. Alors donc, c'est intéressant puisque l'existence de ce prêt a révélé la gravité des problèmes économiques du Mexique, mais ça s'est fait pendant la crise de la grippe porcine, donc pendant que tout le monde était un peu préoccupé par autre chose. Oui, c'est ça. Et puis aussi au moment où tout le monde savait que la grippe porcine crée une disruption économique majeure au Mexique. Alors parlons de ça dans la minute qui nous reste. Comment est-ce que les Mexicains entrevoient maintenant le degré de difficulté de revenir à une situation plus saine au sens économique du terme? Difficile, non? Difficile parce que la crise sanitaire aussi a dévoilé toute cette crise économique, mais elle a empiré encore, non? Toutes les personnes qui travaillent au livre, non? De manière, informelle au livre, c'est très difficile pour ces personnes de se récupérer, non? Qu'est-ce que vous voulez dire des gens qui travaillent au livre? Oui, je ne sais pas les mots. Qui sont travailleurs autonomes? Oui, travailleurs autonomes. Très bien. Est-ce que nous, on a vécu ici, une crise bien moins grave, mais quand même celle de la crise du verglas, et on a senti, ça fait toutes sortes d'impacts, mais une grande solidarité entre les Québécois autour de la difficulté posée. Est-ce que socialement, au Mexique, il y a quelque chose à dire sur la façon dont les Mexicains se sont entraidés pendant cette crise? Alors, je pense qu'ils ont vécu de manière très solitaire la crise. Solidaire ou solitaire? Non, solitaire. Solitaire, oui. Parce que d'abord, il y avait une discrimination très forte. Dans quel sens? Dans le sens, oui, tu es un Mexicain, alors on ne peut pas être à côté de toi. L'autre, c'était aussi que comme il n'y avait pas possibilité de faire des réunions, des discussions ensemble, alors tout le monde était dans la maison, les écoles n'ont pas fonctionné, il n'y avait pas une manière de discuter et seulement d'entendre la radio ou la télévision en circulant ce type d'informations données par les gouvernements mexicains. Alors dans ce sens, je pense que c'était ils ont vécu ça d'une manière très, très solitaire. Isolé, en fait, ça a suscité un sentiment d'isolation plus que de réponse collective. Oui, c'est ça. Alors, il y a une façon que les Mexicains ont quand même de surmonter les crises ou du moins d'alléger les crises, c'est d'en faire des chansons et de rire d'eux-mêmes. Les Mexicains sont très bons à l'autodérision. Ouais. Alors, vous nous avez choisi une plage mexicaine musicale. Laquelle et pourquoi? Oui, c'est une de les premières chansons qui est apparue. Et il y a aussi plein de blagues maintenant, parce qu'après la crise sanitaire, il y a un tremblement de terre. Alors, ils ont dit pourquoi il y a le tremblement de terre, parce qu'il y avait l'influenza déjà à la ville de Mexico.
Mais alors, il y a eu ces deux choses qui sont recueillies par les chansonnières et ils ont fait ce type de chansons. Alors, la chanson que vous avez choisie, c'est Influenza Canción Duranguense. Ça ne veut pas dire dangereux, ça veut dire... Non. De l'État de Durango. De l'État de Durango. Avec les styles du nord du pays. Très bien. Et puis, donc, c'est un groupe un peu influencé par le Texas aussi. On les voit avec des chapeaux de cow-boy et on les entend éternuer. Oui. Alors, prêtez bien l'oreille. Merci beaucoup, Elena Lazos, de nous avoir éclairé sur les retombées de la grippe au Mexique. Et nous écoutons, grâce à vous, Influenza Canción Duranguense. A la ciudad, todos comienzan a estornudar. No des un beso para saludar. Con cubrebocas siempre hay que andar. Llegó la influenza, llegó la influenza, llegó la influenza a la ciudad. Llegó la influenza, llegó la influenza, llegó la influenza a la ciudad. Que ya estornudó. 714 millions. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas la somme d'un nouveau plan de relance américain. C'est le nombre d'électeurs qui étaient invités ces jours derniers, en fait, ces semaines dernières, à choisir les dirigeants de la plus grande démocratie au monde, la démocratie indienne, plus d'1 milliard d'habitants. Et ils l'ont fait de façon surprenante. On avait dit que cette élection serait un tournant dans l'histoire de l'Inde. Ben, ça a été un moment important, mais justement parce que les Indiens n'ont pas tourné, ils ont foncé dans la même direction avec plus de force et d'élan qu'ils ne l'avaient fait auparavant. Pour parler de cela et pour parler de l'Inde d'aujourd'hui, j'ai avec moi deux invités. D'abord, Karine Bates, merci d'être avec nous. Alors, Karine, vous êtes professeure d'anthropologie à l'Université de Montréal. Vous êtes directrice du pôle de recherche sur l'Inde et l'Asie du Sud, le PRIAS, qui est affilié au Cerium. Votre dernier ouvrage paru porte sur un de vos sujets de prédilection, c'est-à-dire la situation des femmes, en anglais, Property Rights of Widows in Rural Maharashtra, c'est-à-dire les propriétés des veuves dans les zones rurales de cet État que je viens de nommer correctement, donc je ne les reprendrai pas une deuxième fois pour ne pas baisser ma moyenne de prononciation. Alors, c'était publié à New Delhi, Women Press, en 2006. Oui. Et avec nous aussi, John Levitt, merci d'être avec nous. John, vous êtes aussi professeur d'anthropologie. Vous avez eu votre PhD de Chicago et de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Alors, vraiment un pur produit des deux mamelles civilisationnelles du Québec. Et vous avez rien. Et donc, ça vous prédisposait à vous intéresser à l'Inde. Vous êtes un spécialiste d'ethnolinguistique, d'ethnopoétique en particulier, des traditions orales de l'Himalaya. Un de vos derniers ouvrages parus porte sur les relativités linguistiques, Linguistic Relativities. Enfin, c'est un texte publié dans un ouvrage collectif, Langage, culture et société, aux presses universitaires de Cambridge. Bon, il y a eu cette élection et en quoi Karine Bates était-elle surprenante? Bien, premièrement, ce qui ressort, c'est comme vous l'avez dit au début, c'est cette idée qu'on pensait qu'il y aurait vraiment une montée fulgurante de partis régionaux et que c'est eux qui, s'ils ne remportaient pas une majorité, auraient au moins leur mot à dire sur le gouvernement final qui aurait le pouvoir à Delhi. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Le Parti du Congrès a fait quasiment un balayage. Et le Parti du Congrès, qui est le parti traditionnel de gouvernement depuis l'indépendance indienne. 50 ans de gouvernance du Parti du Congrès depuis l'indépendance en 1947. C'est le fameux parti de ce qu'on appelle la dynastie Nehru-Gandhi. Et ils ont été reconduits au pouvoir. C'est leur plus belle victoire depuis un peu plus de 20 ans. Et là, les gens sont sortis, à peu près à 60 % de la population est allée voter. Et ce qui est aussi très surprenant, c'est le fait qu'en milieu rural, 70 % de la population indienne habite en milieu rural. Eh bien, cette population rurale a voté à peu près entre 75 à 80 %, alors qu'en milieu urbain, ça a été beaucoup plus bas. Donc, c'est l'Inde rurale qui a reporté ce parti-là dans une perspective de stabilité, notamment, et de désir de continuer avec le Congrès et avec la famille, au fond, avec laquelle ils sont habitués on va parler de la famille dans un instant, mais il semble qu'un des éléments donc, de victoire, alors je vais vous poser la question autrement, comment expliquer cette victoire du Parti du Congrès? Et on dit qu'un des éléments, c'est un genre de New Deal qui a été avancé justement pour aider
les zones rurales. Oui. C'est-à-dire que le Parti du Congrès a mis sur pied une politique d'un revenu garanti en milieu rural. Le Congrès a toujours eu des mesures sociales très intéressantes pour essayer de diminuer, par exemple, ce qui a trait à l'inégalité des castes, pour enrayer les inégalités économiques. Il y a des critiques, naturellement, c'est très difficile à mettre en œuvre, ces programmes-là, mais la volonté est là et les instruments sont là. Il y a eu également une loi très importante en Inde, c'est la loi sur le droit à l'information, qui date de 2005. Donc, possibilité dans un pays où la corruption est pratiquement endémique, un droit fondamental, que vous soyez illettré, lettré, de riche ou pauvre, vous pouvez aller à votre conseil de village, les panchayats, et demander land record, les titres fonciers, qui, combien, qui paye quoi, qui a quoi, et tout le reste des informations judiciaires, etc. Ça a été un coup très important du gouvernement. Le calme après la tempête des attentats à Mumbai. Une politique qui a bien fonctionné avec le Pakistan, qui a évité des conflits communalistes à l'interne, mais aussi à l'externe. Et il faut le dire, le boom économique a été là. Je reviens à votre avant-dernier point. Donc, l'absence d'émeutes interreligieuses ou interethniques autour des 3, 4, 5 dernières années. Alors ça, c'est une idée qu'enfin, c'est peut-être une éclaircie, qu'il y a un genre d'harmonie dans l'Inde contemporaine. John Leavitt, Karine parlait tout à l'heure de ce problème de corruption et de la transparence étant peut-être un instrument pour la faire reculer. Mais justement, le personnage du premier ministre reporté au pouvoir, Manmohan Singh, c'est le personnage anti-corruption par excellence? Oui. Oui, il paraît que c'est un grand économiste reconnu dans le monde entier. Et c'est comme on trouve souvent en Inde, c'est quelqu'un qui est vraiment personnellement tout à fait admirable et en dessus, en quelque sorte, de ces questions de corruption. Ce qui est typique d'une certaine attitude, d'une certaine strate de fonctionnaires en Inde. Si on a la chance de connaître quelqu'un qui vient du IAS, Indian Administrative Service, de la fonction publique indienne. La fonction publique indienne. Mais c'est l'élite de la fonction publique indienne. C'est des gens remarquables. Et lui, donc, c'est un technicien qui est devenu, donc, un économiste, qui est devenu ministre des Finances, qui est celui à qui on crédite les premières réformes économiques dans les années 90. Ouais. Et là, il faut raconter comment il est devenu premier ministre parce que ce n'était pas prévu. Oui, et ça, c'est une épopée que je vais essayer de raconter de façon très, très courte. Le premier ministre de l'Inde était Jawaharlal Nehru. Grand bonhomme connu mondialement. Sa fille l'a succédé, pas directement, mais sa fille Indira a fini par le succéder. Indira Gandhi. Indira Gandhi, qui s'était mariée avec un monsieur Gandhi, qui n'est pas du tout parent, avec l'autre grand fondateur de l'Inde, Mohandas Gandhi, Mahatma, qu'on appelle Mahatma Grande Âme, qui était vraiment en quelque sorte l'âme du mouvement de l'indépendance indienne. Mais ça tombait bien. Ça tombait bien. C'est remarquable. Gandhi veut dire parfumeur. Gand, c'est l'odeur, c'est l'arôme. Donc les deux, par chance, s'appelaient parfumeurs, s'appelaient Gandhi. Donc, mais le monsieur Gandhi avec qui Indira s'est mariée n'est pas du tout parent avec Mahatma Gandhi. Donc c'est Indira Gandhi qui devient Premier ministre. Elle finit être assassinée à cause d'un mouvement de sécession sikh, donc des gens du nord-ouest de l'Inde, qu'on reconnaît tout de suite parce que les hommes sikhs portent toujours, les hommes sikhs religieux portent un turban, une longue barbe. Donc elle est assassinée suite à un mouvement de sécession sikh. Elle est succédée par son fils. Donc, c'est une vraie dynastie qui s'appelle Rajiv Gandhi, qui était pilote d'avion, qui aimait ça, qui ne voulait pas revenir en politique, mais qui a suivi son devoir
Et donc, il est devenu Premier ministre. Et il avait été éduqué à Oxford et avait rencontré une belle étudiante italienne qui s'appelait Sonia. Sonia. Et il l'a mariée. Il l'a mariée, donc il a une femme italienne. Lui, il est assassiné suite au conflit au Sri Lanka. Avec les Tamouls. On entend beaucoup parler. Il paraît que c'est les Tamouls, les Tigers, le mouvement sécessionniste, qui est derrière son assassinat parce que l'Inde avait intervenu d'une façon qu'il n'aimait pas. Bon, lui, ses enfants sont trop petits pour succéder, mais il y a toujours sa femme. Et c'est très indien de penser qu'il y a une sorte de puissance, presque de magie familiale qui peut passer de mari en femme. Donc c'est Sonia qui devient finalement le chef du Parti du Congrès. Quand il gagne les élections, elle refuse de devenir Premier ministre et elle nomme Manmohan Singh, qui est entre autres choses un Sikh. C'est ça. Donc on est en 2004. Le Parti du Congrès gagne l'élection. Contre la droite. Contre la droite, c'est ça. On pense que Sonia Gandhi va devenir Première ministre, mais... Une Italienne Premier ministre de l'Inde. C'est ça. Mais là, elle dit, j'y ai repensé, je ne le sens pas, il faut quelqu'un d'autre. Et là, on prend ce technocrate qui était ministre des Finances sikh, qui est Manmohan Singh et qui devient Premier ministre. Et c'est celui qui vient d'être réélu. Alors, je tourne vers Karine, puisqu'on parle des femmes. Alors, qu'est devenue Sonia Gandhi? Elle s'est retirée de la vie politique? Non, elle continue, à être présidente du Parti du Congrès. Elle est très active. Et là, ses enfants ne sont plus trop jeunes. On dit qu'en fait, ils forment une diarchie. C'est pas un couple, une diarchie entre le Premier ministre et Sonia Gandhi, la présidence, et qu'en fait, ils gouvernent à deux. Oui. Est-ce que c'est exagéré de dire ça? Non, parce que je pense que d'abord, elle est très active à Delhi même. Le 10 Jangpat Street, c'est le pendant du 10 Downing Street, mais à Delhi. Et tout se passe dans la maison de Sonia Gandhi, mais elle fait aussi beaucoup de terrain. Et donc, elle est très active, tant sur la scène internationale. C'est une très grande politicienne, en fait. Et peut-être qu'elle aurait pu, en fait... si elle avait été en Italie, nous sauver peut-être de Berlusconi, mais bon. Ça sera pour une autre entrevue. Ou une autre vie. Et là, donc, il y a deux enfants qui grandissent, dont Rahul. On écrit R-A-H-U-L, et non Raoul avec un O. Rahul Gandhi. Alors, qu'en est-il de Rahul Gandhi? Rahul Gandhi aussi est assez, comme son père, ne voulait pas directement s'en aller en politique. Et il prend son temps pour bien apprendre son métier. Il a décidé en 2004 de retourner en politique, de reconquérir l'Uttar Pradesh. L'Uttar Pradesh, c'est le grand État du Nord, 500 millions d'habitants. C'est à 490 millions d'habitants. Ah oui. Et c'est l'État avec la plus grande population de l'Inde. C'est ça. Mais pour cette élection-ci, c'est lui qui a été le grand organisateur du Parti du Congrès. La campagne, la chanson thème, l'organisation logistique du Parti du Congrès, les thèmes et le terrain. Il a amené beaucoup de jeunes. Alors, même si le premier ministre, Manmohan Singh, est âgé, le visage du Parti du Congrès s'est rajeuni. Et là, il y a de fortes rumeurs que le prochain premier ministre de l'Inde soit Rahul Gandhi. Dans 4 ans. Dans 4 ou 5 ans. Peut-être avant. Peut-être avant. Parce que la santé du premier ministre, c'est un peu chancelante. Exactement. Mais Rahul Gandhi dit, je me mets encore en attente, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Alors, il a 38 ans. Et c'est quelqu'un qui, donc, veut bien apprendre son métier à fond. Et il veut sortir, ce qui est très intéressant, et ça a probablement aussi beaucoup aidé le Parti du Congrès, c'est qu'il a dénoncé justement la corruption en Inde et cette habitude en politique de tout ce qui est dynastie politique. Il veut établir en Inde une véritable méritocratie. Oui, mais donc une partie de sa visibilité vient du fait qu'il est l'héritier de la dynastie. Et il en est conscient. Il y a un paradoxe. Oui, mais il en est conscient et puis il l'assume. Il dit, ça n'a pas de bon sens, je dis ça, mais c'est quand même... Je vais être le dernier. Un message à sa soeur, à ses enfants. Le temps file, il y a une autre personne qui est vraiment là, complètement anti-dynastique, qui était un peu le candidat très surveillé, ou la candidate de cette élection, Mayawati Kumari. Alors, qui est-elle, John Levitt? Je vais dire ce que je connais. Karine connaît peut-être mieux que moi.
L'Uttar Pradesh, l'État du Nord, l'État avec la plus grande population de l'Inde, est un État très très pauvre. Et une grande population de gens de très basse caste, très pauvres, dans la campagne, et beaucoup de musulmans qui sont aussi, au moins les musulmans pauvres, sont une minorité désavantagée, disons. Mayavati vient des basses castes. C'est ce qu'on appelle maintenant les Dalits en Inde. Les intouchables. Ça peut être des intouchables, ça devient très très compliqué sociologiquement. Il y a des vrais intouchables que certains ne veulent pas toucher. Mais disons les plus bas sur l'échelle, parce qu'il y a toutes sortes de niveaux de plus bas. Les Dalits, c'est, je pense, plus grand que juste les strictement intouchables. Mais alors, elle vient de ces couches de population, elle les représente, elle a un énorme charisme, et là, elle est devenue Premier ministre de l'État, avec un énorme appui. Elle a son propre parti politique. Donc, Premier ministre d'un des États qui, s'il serait indépendant, serait un des États les plus populeux du monde. Tout à fait. Du Uttar Pradesh, oui. Tout à fait. Et là, donc, la question, c'était, va-t-elle passer à l'étape nationale, à l'élection? Et les rumeurs étaient que si ce qu'on appelle la troisième force des partis régionaux avait vraiment réussi dans cette élection, il y avait des chances qu'elle devienne Premier ministre. Il y avait la possibilité. Or, c'est un personnage qui a un vrai culte de personnalité autour d'elle, toutes sortes d'accusations de corruption. Et donc, on ne sait pas trop. Elle est devenue immensément riche. Et elle faisait construire des statues à son effigie. Ça, je ne savais pas. Mais ça ne me surprend pas du tout. Quand on entre dehors en Uttar Pradesh, des images partout d'elle. Alors, elle a fini par se rallier au Congrès après l'élection. Oui. En espérant peut-être être au Conseil des ministres, ou elle pense que donc maintenant sa trajectoire est plutôt interne qu'externe. Enfin, on verra. On verra. Vous voyez, ceux qui nous écoutaient, l'extraordinaire foison, intérêt de ce pays civilisation, de ce continent lui-même. Alors, puisque on ne peut pas faire le tour de ça en 20 minutes, on va essayer d'en faire le tour en 6 jours. Parce que Karine et John, vous allez participer à une école d'été du Cérium en juillet prochain, sur 6 jours, sur l'Inde, surprenante modernité. Karine, vous co-dirigez l'école. Oui. Parlez-nous un peu de ce que les participants vont y apprendre. Bien, pour continuer sur l'idée de la démocratie, qui est un modèle particulier en Inde parce qu'on parlait des élections, plus on est pauvre et plus nous sommes moins nous sommes instruits, plus on va voter en Inde. Alors, l'école d'été va permettre à la fois de parler des politiques extérieures avec Christophe Jaffrelot, David Malone, qui est l'ancien représentant du Canada en Inde, de parler de l'économie au plan macro, mais également au plan micro. Quelle est cette Inde qui vote? Quelle est cette Inde qui a décidé qu'il était pour être au pouvoir à Delhi et donc qui a décidé en même temps, si on veut, de l'avenir en partie du sous-continent indien. Donc, on va également parler des religions avec John, qui va notamment parler de l'hindouisme, la culture, la littérature, le cinéma. Et on a pour ça 2 conférenciers indiens qui vont venir, un qui vient directement de l'Inde, l'autre qui est une Indienne qui vient de New York, qui va nous accompagner pendant toute la semaine pour avoir plusieurs perspectives sur ce pays-là. Très bien. John, vous avez parlé de l'hindouisme. C'est un thème qui est encore présent. Mais oui. Je pense qu'à peu près 80% de la population indienne est hindoue. Et évidemment, il y a une grande population maintenant en dehors de l'Inde, dans la diaspora, qui est hindoue. L'hindouisme est une religion particulièrement fascinante parce que c'est la seule grande religion au monde qui est un prolongement des grandes religions anciennes, de ce qu'on peut appeler le paganisme, si vous voulez, ancien. C'est un peu comme si on adorait aujourd'hui en Europe Zeus, Jupiter, etc. Évidemment, transformé, très philosophique. C'est parmi les plus grands philosophes du monde ont été
dans la tradition hindoue, mais on n'a pas eu de conversion à autre chose. Il y a un prolongement direct. Et le propre de l'hindouisme, c'est de garder ce qui est vieux. Des fois englober, mais garder. Les présuppositions de l'hindouisme sont très, très différentes de nos présuppositions, pour dire ça d'une façon peut-être caricaturale. Là où nous avons une idéologie qui insiste sur l'individu et sur l'égalité, les hindous présument plutôt la collectivité, la famille. Alors on va vous entendre en parler pendant plus d'une heure et en discuter ensuite pendant une autre heure. Et Karine, je sais que vous allez représenter une conférence que vous aviez donnée il y a 2 ans à l'École Inde sur la situation des femmes en Inde, qui est absolument remarquable. Et c'est tout le temps que nous avons, mais on ne va pas se quitter sans parler d'un thème musical, et d'un thème musical qui a eu un rôle à jouer dans la campagne électorale. John, de quoi s'agit-il? C'est la chanson Jai Ho, qui veut dire Jai, c'est la victoire. Donc que la victoire soit, littéralement. Une chanson qui était, c'est ça. Qui est la chanson du film Slumdog Millionaire. Grande réussite partout au monde, et qui a été repris par le Parti Congrès comme sa chanson de campagne électorale. Il paraît sans l'accord du compositeur, qui n'aimait pas cet usage politique de sa chanson, et finalement ça a été retiré. Mais il paraît que ça a eu un effet. Sûrement, parce que les Indiens se sont associés, identifiés au succès de Slumdog Millionaire, donc cette chanson leur renvoyait. Du personnage du film, dans l'histoire du film, du personnage très attirant du héros du film, et du succès mondial du film. Très bien, et puis nous sommes... Qui représente en quelque sorte le succès de l'Inde. Et nous sommes, je ne sais pas, attristés de vous informer, ceux qui ne le savent pas, qu'il y a une nouvelle version anglaise de Jai Ho par les Pussycat Dolls. Enfin, vous verrez, vous ferez la comparaison. En tout cas, Karine Bates, merci beaucoup. Merci. Ceux qui veulent plus d'informations sur l'École Inde, simplement aller à serium.ca. Vous pouvez avoir l'information sur la semaine, vous inscrire. On vous invite à venir. John Levitt, merci aussi d'avoir été avec nous. Et on écoute, grâce à vous deux, pas la version Pussycat Dolls, mais la version du film Slumdog Millionaire, J.O. Les anges et les démons sont sur les écrans du Québec et de la planète depuis quelques jours. C'est le film le plus vu au Québec ces 2 dernières semaines. Pourquoi est-ce qu'on retourne constamment voir des histoires qui nous parlent d'anges et de démons et surtout de secrets, de choses cachées dans le sacré? Alors, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui à notre segment « Voir, lire et entendre » et on va en parler avec notre invité, Solange Lefebvre. Merci beaucoup d'être là. Bonjour Jean-François, ça me fait plaisir. Solange, vous êtes titulaire de la chaire Religion, Culture et Société à l'Université de Montréal. Vous êtes professeur titulaire à la Faculté de théologie, de sciences et religion. Vous avez vu pour nous Anges et démons, mais vous vous intéressez évidemment à ces questions. Vous avez publié récemment Culture et spiritualité des jeunes aux éditions Ballarmé. Alors d'abord, ce film, je vais d'abord poser la question à la spectatrice. Est-ce que vous l'avez apprécié? Et ensuite, avec votre chapeau de scientifique, qu'est-ce que vous en retirez? J'ai apprécié autant le roman que le film. Pour plusieurs raisons. Bon, d'une part, c'est un excellent écrivain. Dan Brown. Dan Brown est excellent, l'auteur d'Anges et démons, qui est l'auteur aussi du très connu Code Da Vinci. C'est plein de rebondissements. C'est un suspense. Hein? Alors, la symbolique religieuse, on va y revenir, mais c'est un suspense, c'est bien écrit, c'est palpitant, c'est prenant. Ce que j'ai apprécié du film, c'est qu'il ne reprend pas mot pour mot le scénario du livre, si je puis dire ainsi. Il refait un peu le scénario.
pour toutes sortes de raisons. Il l'allège, oui. Il l'allège, il l'épure, il fait des choix différents même, il y a des retournements différents, ce qui fait que le lecteur est aussi surpris par le film qu'il l'est par le livre jusqu'à un certain point. Alors, oui, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à voir ce film et à lire ce livre. Bon, alors, ces deux livres, surtout Da Vinci Code, qui est probablement le livre le plus lu, sauf la Bible et le Coran, au cours des 10 dernières années. Et Harry Potter. Et Harry Potter. Oui, d'ailleurs, le premier ministre Gordon Brown avait dit qu'Harry Potter, donc avant Da Vinci Code, avait été le livre le plus lu de livres non écrits par inspiration divine. Ah bon? Et encore. Bon. Alors, voilà. Alors, mais pourquoi, donc, cet engouement pour des histoires qui tournent autour du sacré, de la religion, du secret? Pour plusieurs raisons, mais moi, une des clés inépuisables que j'ai utilisées aussi dans mon livre sur les jeunes, elle vient de Mircea Eliade, qui, dans ses études sur l'initiation et le secret, vous avez mentionné ce thème au début de la conversation, énonce que depuis le Moyen Âge, où le récit du Saint Graal a été produit, le prince Arthur et toute cette fascinante saga, l'être humain tend à satisfaire son besoin d'initiation davantage par l'imagination que par les rites d'initiation proprement dit. Et pour moi, c'est une clé de lecture de la religiosité contemporaine, mais ça date du Moyen Âge, cet engouement. C'est-à-dire pour les récits. Prenons un pas en arrière. Alors, pourquoi cette nécessité d'initiation? Pourquoi veut-on être initié? À quoi veut-on être initié? Ben, je ne parlerai pas d'une nécessité d'initiation, mais il est clair, si vous voulez, dans la religiosité humaine, dans la phénoménologie humaine, dans l'expérience humaine, que très tôt, il y a eu une sorte de besoin d'initiation qui s'est manifesté comme schéma d'éducation de base, c'est-à-dire, et même, je dirais, intégrale. Les exemples les plus frappants se trouvent en Afrique, selon les anthropologues, c'est-à-dire l'initiation la plus classique, là, c'est l'enfant qui passe à la puberté et à l'âge adulte, le guerrier, le chasseur, et les initiations se font le plus souvent en groupe par une mise à l'écart, même une mise à l'épreuve physique, morale, pour mettre l'individu à l'épreuve. Et la dernière étape, bon, évidemment, c'est une organisation des sciences sociales. Vous comprenez, le phénomène est toujours plus complexe, là, mais quand on essaie de l'organiser, ce phénomène de l'initiation, c'est des grandes étapes. C'est-à-dire, c'est relié au besoin d'instituer dans un nouveau rôle, d'accord, d'un nouveau statut, dans ce cas-là adulte. Et il y a des épreuves pour ce faire, une mise à l'écart, ce qu'on appelle une mise en marge à présent, et ensuite une réintégration dans le groupe avec un nouveau statut. Et donc, c'est l'initiation réussie. Donc, maintenant, le nouveau groupe accepte son nouvel arrivant, il a passé le test, il est initié. Il est initié, puis surtout, c'est pas juste un test professionnel. Là, dans ces initiations tribales ou traditionnelles, il y a une dimension sacrée. Il y a une dimension de communication d'un secret. Par les ancêtres, par les femmes, en fait. Les acteurs sont différents, mais il y a un aspect sacré. Et puis, très, très curieusement, c'est Mircea Eliade qui s'inspirait beaucoup de Carl Jung, des archétypes, vous savez, ces traces qu'on a dans la psyché humaine, disait qu'on conservait une sorte de besoin profond d'initiation. C'était une sorte d'invariant de la nature humaine. On peut le dire ainsi, on peut le dire autrement. Mais en tout cas, moi, je vois dans l'engouement de beaucoup de jeunes, mais de moins jeunes aussi, pour les grands récits de type initiatique, je vois la manifestation de ce besoin profond, ancestral, qui prend toutes sortes de formes. Et j'aurais tendance, moi, tu sais, quand on dit qu'il y a une crise de la pratique religieuse, qu'il y a un déclin de la religion, on n'en finit plus de l'annoncer d'ailleurs, ça dépend de quelle forme l'on parle, mais indéniablement, il y a une quête du sacré dans les grands récits qui comportent des schémas initiatiques, comme on trouve dans le Code Da Vinci et Ange et démons. C'est-à-dire, alors pourquoi, là, on pourrait s'en parler, mais moi, je pense qu'il y a là une clé essentielle. Alors vous dites, les gens ont de l'engouement pour ces récits-là, qui sont des ersatz. Bon, alors, tous les processus d'initiation peuvent être des ersatz aussi. Tout a été imaginé. Mais bon, dans la religion catholique, il y avait la communion, la confirmation, qui sont des types d'étapes d'initiation. On a vu le retour à la fin des écoles secondaires des soirées de promotion, des remises de certificats, etc. Moi,
à mon âge, ça avait été aboli. Il n'en avait plus. Maintenant, pour mes enfants, je vois qu'il y en a même à la fin de la garderie. Il y a une petite cérémonie. Oui, il y a un retour aux initiations. Un retour aux initiations, voilà. Oui. Mais bon, ça, ce sont des initiations tangibles. On a fait quelque chose, on l'a vécu soi-même. Mais là, on se projette dans le récit d'un autre. Et en ce sens-là, ce que vous dites, ça s'appliquerait aussi à Harry Potter, parce que ça dure 7 ans. Absolument. Il passe à travers les étapes. Il devient adolescent, il devient adulte, Star Wars. Tout ce qu'on voit, les séries, la série de Pullman sur La Croisée des Mondes ou la série sur Narnia, qui sont toutes des expressions. Alors, ce qui frappe, c'est la prévalence de ce type de récit. C'est comme si, collectivement, on répondait à un manque. Est-ce que notre manque d'initiation est plus grand qu'il ne l'était? Comment expliquer que ça fasse fortune? Bien, c'est-à-dire que moi, je dis que c'est un besoin qui se maintient, mais qui va se satisfaire sous des formes différentes. Quand je parle du récit de la quête du Saint Graal, qui date du Moyen Âge, bien, quand les récits ont commencé à être plus disponibles, et même quand l'ère de l'imprimerie a commencé par la suite, et puis ensuite l'ère de la photo, l'ère du cinéma, c'est comme si on avait ajouté aux moyens de créer des lieux initiatiques. Alors moi, je crois que l'initiation par l'imagination, pour reprendre l'expression d'Eliade, elle est pertinente. C'est pas la seule, vous venez de le rappeler. Diplomation. Erikson, lui, préférait parler dans les sociétés modernes ou contemporaines plutôt que d'initiation. Il préférait parler de confirmation, de besoin de confirmation de soi à travers diverses étapes ritualisées, comme la diplomation, et souvent même sécularisées. Mais la grande question intéressante pour nous, c'est... vous disiez tout à l'heure, Harry Potter serait peut-être le livre, après les livres révélés, le plus lu. Bon, est-ce que c'est Dan Brown et ses livres, ou bien Harry Potter, là, sur le nombre d'exemplaires, on ne fera pas de chicane, mais indéniablement, il y a un attrait pour le sacré dans cette littérature. Et pour moi, c'est une des formes, c'est plus qu'une perdurance, c'est une des formes de vitalité. Ouais. Mais c'est l'ombre du sacré, parce que ce n'est pas le sacré. Et là, on peut se dire, ben, c'est une bonne chose que les jeunes se nourrissent de récits de sacré dont ils savent que c'est de la fiction, plutôt que d'aller dans les rites réels des églises. Si on est religieux, on dit, ben non, ils devraient faire les rites des églises et ne pas se cantonner au récit qui leur est extérieur. Est-ce que aussi l'augmentation de l'importance des récits est équivalent à la réduction du nombre de rites réels, religieux, dans lesquels les jeunes s'engagent? Peut-être. Peut-être qu'il y a, comme vous disiez tout à l'heure, il y a un manque ou d'autres formes. Moi, plutôt que de situer ces lieux-là en rivalité, je les regarde comme des lieux d'expérience qui sont choisis. Je ne crois pas qu'il y ait aucun groupe religieux, de toute façon, qu'il y a eu un âge d'or de la religion où l'encadrement était total et pur. Regardez, par exemple, la vitalité de la religiosité populaire dans l'histoire, pour échapper au cadre. Tu avais des cadres très, très forts, mais pourtant, l'imaginaire religieux trouvait des voies, des sentiers, autres que ceux qui étaient prescrits par une institution. Oui, mais ça, c'est très fort. Puis dans Dan Brown, donc c'est très fort, il y a ce que l'Église nous dit, mais il y a la vérité est cachée, et parfois cachée par l'Église. Et donc, on est attiré par ce secret. Un responsable en mise à marché disait, bon, si vous mettez le mot secret en titre de votre livre, c'est celui qui vend le plus, d'où le livre Le Secret, qui est un autre best-seller. Alors, ça semble être un invariant aussi, qu'il y ait ou non de secret, nous, on pense qu'il y en a un et on veut se faire raconter des secrets. On veut se faire raconter des secrets. Pourquoi? Bien, c'est peut-être l'essence du religieux, le secret. C'est-à-dire, c'est le paradoxe entre ce qui se révèle et ce qui nous échappe. Alors, ce qui n'est jamais totalement révélé. C'est un donné constant des religions. C'est-à-dire, c'est cette impression de saisir quelque chose du sacré, mais d'affirmer tout de suite après, dans les grandes traditions articulées en tout cas, qu'on ne réussit pas à le saisir totalement. Alors, ce jeu du secret de Dan Brown peut aussi concerner cette expérience religieuse fondamentale.
d'avoir à la fois l'impression de saisir quelque chose et que ça nous échappe totalement. Bon, évidemment, de jouer la papauté aussi exerce une fascination absolument extraordinaire. Vous savez, quand les chrétiens progressistes voudraient relativiser le pouvoir du pape, et même dans le dialogue interreligieux, il y a des traditions religieuses qui disent, écoutez, nous, ce qui fait problème, c'est l'autorité papale. Des experts en marketing diraient au catholicisme, non, surtout pas. Garder le pape, parce que c'est quand même le symbole populaire et qui exerce une fascination par excellence dans l'imaginaire religieux contemporain. Et c'est pas faux. Et qui peut devenir très controversé aussi, puisqu'on se fixe sur une personne. Oui, des moments plus que d'autres, peut-être. À des moments plus que d'autres, et il y a des figures plus charismatiques que d'autres. Ce que j'ai trouvé, parce que je ne veux pas révéler de clés du roman, de secrets du roman, il faut garder tous les punchs pour les futurs lecteurs, mais j'ai trouvé très particulier qu'au tout début du roman, ce qui ne ressort pas du film, on évoque une papauté qui est en perte de popularité. Et pourtant, à l'époque où il l'a connu, c'était quand même pas le cas. C'était Jean-Paul II. Jean-Paul II, tout à fait, au moment alors, j'ai trouvé ça très, très fin. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il essaie de suggérer? Est-ce qu'il essaie d'être à contre-courant de ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il suggère? Il voulait mettre la table pour l'intrigue qui allait se dérouler. On va vous réinviter, Solange. On a beaucoup de choses à discuter. Mais on va se quitter sur une plage musicale que vous avez choisie pour illustrer notre propos. Qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi? C'est La colère de Dieu qui est tirée du Requiem de Mozart. La colère de Dieu, parce que ce qui se dégage du film comme du roman, c'est une colère religieuse. Je ne dis pas laquelle, parce que c'est un punch, mais c'est une grande colère religieuse. Et on insiste beaucoup sur l'amour dans la religion. Les Québécois, l'amour du prochain et tout ça. Mais dans la religion, il y a beaucoup de colère aussi, il y a beaucoup d'indignation. Et ça ressort tant du roman que du film. Et ça ressort donc du Requiem écrit par Mozart, Amadeus, aimé de Dieu. Donc, il le connaissait, il était aimé de lui, donc il pouvait, on le croit quand on l'écoute, interpréter sa colère, Dies Irae. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Solange Lefebvre. Et on écoute, grâce à vous, Amadeus, Mozart, son Requiem, l'extrait de La colère de Dieu. C'était notre émission pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les personnes qui ont été interviewées pendant l'émission, sur les livres dont on a discuté, vous pouvez venir sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y verrez également les conférences que nous préparons pour les jours et les semaines à venir. Vous êtes invités à y participer. L'entrée est toujours libre. Et vous verrez également de l'information sur les écoles d'été du Cerium. Ce sont des écoles qui sont ouvertes aux étudiants de maîtrise et de fin de bac, mais aussi à des gens comme vous intéressés par l'information internationale. Il s'agit de 6 jours intensifs que nous organisons du 29 juin pour une première semaine et ensuite jusqu'au 11 juillet. Je vous donne rapidement les thèmes. La présidence d'Obama, l'an 1, Inde, surprenante modernité, la Chine éveillée, comment elle change et nous change, le pluralisme et radicalisation dans le monde arabo-musulman, terrorisme, le comprendre pour le prévenir, opération de paix, comment on construit la paix. Et nous offrons 2 séminaires sur des questions environnementales. D'abord, une introduction au droit international du changement climatique, puis la biodiversité, enjeux et défis. Dans chacune de ces écoles, les professeurs de l'Université de Montréal, leurs collègues internationaux, une dizaine d'experts en tout pour chacune des écoles vous aident à comprendre l'ensemble de la situation, du thème ou de la région choisie. Merci à vous d'avoir été là, je ne le dirai jamais assez, à la fois sur le réseau de Radio Ville-Marie ou au Canal Savoir. Vous pouvez également revoir cette émission et les précédentes sur le site du Cerium. Et merci à l'équipe technique, Luc Laflamme, Jocelyn Spronken et Ognan Guerriev. À la semaine prochaine.
Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.